Bienvenue à tous pour le premier café numérique. Donc, c'est les nouvelles commissions et la nouvelle commission numérique où on a décidé de faire de partager avec vous ces cafés numériques à l'image du café fiscal et des différents cafés qui existent. Aujourd'hui, nous allons parler de la facture électronique. On a 45 minutes ensemble pour faire le point. On va tout d'abord commencer par 15 minutes d'échange entre nous avec Jean qui nous éclairera. Et puis ensuite, on répondra à vos questions de façon à être au plus près de vos préoccupations. Alors juste, ça sera vraiment un rappel d'ensemble. Et puis, on vous rappelle qu'il y aura le prochain café numérique le 4 juillet, mais Charlotte nous donnera le thème tout à l'heure. Alors, on y va. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir en 4 petits points effectivement assez rapides, comme l'a dit Laurence. Quelques petits rappels du calendrier sur l'obligation d'émission, mais surtout celle de réception en premier lieu. Le choix ensuite entre la PPF ou une PDP. Comment on choisit sa PDP si c'est l'option qu'on retient et quel sera le calendrier de mise en œuvre. Donc, Jean, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de confrères, consoeurs et surtout beaucoup de clients qui ont l'obligation d'émission de facture à l'esprit, qui nous est beaucoup en plus rappelée par les éditeurs, cette obligation d'émission. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'en termes d'émission, ce seront surtout les grandes entreprises qui seront concernées à partir du 1er juillet 2024. Pour le reste, on est concerné uniquement en réception. Oui, ben voilà. Et souvent, faut pas trop se tromper parce qu'aujourd'hui, on parle surtout des émissions. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte, bonjour Laurence. Il faut me tutoyer, il ne faut pas me vous voyez. Et puis, oui, donc en effet, tout le monde parle en facturation électronique de l'émission de la facture et donc les grandes entreprises, tout ça, alors que nous, on est principalement concernés par la première obligation qui est la réception des factures. Parce que très clairement, au 1er juillet 2024, ça démarre pour nos clients, donc 1er juillet 2024 en réception, et puis en émission, ça sera le 1er janvier 2026, mais très clairement, on doit se préparer, on va voir ensuite sur nos portails, sur nos plateformes, qu'on va ouvrir les comptes pour être prêt à recevoir ce que moi je présente aux collaborateurs et aux clients comme une amélioration de la mission de tenue de comptabilité, puisqu'au lieu d'aller chercher des factures partout, on va les retrouver là, à l'endroit où on les aura ouverts. Donc cette première phase, qui est la première phase obligatoire pour nous, c'est aussi pour le cabinet la plus intéressante, puisque aujourd'hui, on a plus de mal à traiter le cycle d'achat et la collecte des factures fournisseurs que le cycle des ventes dans nos comptabilités. Donc vraiment, premier focus important, on se prépare pour la réception. Donc, bien rappeler aux clients que c'est surtout la réception et que ce n'est pas la peine d'aller contractualiser avec une plateforme, en tout cas pour de l'émission aujourd'hui. Et on va en parler juste après, comment on l'a choisi, la plateforme. Mais moi, je dis bien aux clients, je vous facilite la vie, je travaille mieux pour vous, puisque avant, aujourd'hui, on vous demandait les factures, qu'elles soient dématérialisées ou papier. Vous en aviez en papier, vous en aviez en email, vous en aviez en scrapping, où il fallait aller sur le site web de Wanadoo, de France Télécom, d'Engie, d'EDF, enfin les énergéticiens et puis tous les vendeurs de médias qui nous obligeaient à ouvrir un compte, à aller chercher les factures. Je leur dis là, non, la vie va être vachement mieux qu'avant, puisque ce n'est plus vous qui irez chercher les factures, mais vos fournisseurs auront l'obligation de les déposer là, sur le compte que vous leur aurez donné et choisi. Très bien. Toujours être positif. Moi, je veux transformer cette obligation en opportunité et en permanence faire comprendre aux gens ce qu'ils vont y gagner. Oui, donc en fait, là, ce qu'on dit, c'est que finalement, le fait que ce soit d'abord la réception qui soit obligatoire, pour nous, ça va nous permettre de bien s'organiser et de mieux s'organiser et de gagner du temps dans nos mises à jour quotidiennes et annuelles. Après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a tous entendu parler de PPF, de PDP. Alors d'abord, Kesako, bon, le PPF, c'est le portail public, ok. Les PDP, ça sera des plateformes partenaires. Mais comment je fais le choix entre les deux? Parce que si j'ai bien compris, il y en a une qui est gratuite, pas l'autre, bah pourquoi je n'irai pas vers le gratuit? Alors, je fais la comparaison avec les téléprocédures. Aujourd'hui, vous faites tous vos liasses fiscales et votre TVA sur impôts.gouv, vous ressaisissez, c'est gratuit impôts.gouv. Hein. Oui. Pourquoi vous payez je déclare
et vous envoyez des messages automatiques et vous payez. Parce que c'est intégré dans vos logiciels, c'est intégré à la production du cabinet. Et pour la facture, c'est pareil. Vous prendrez, je déclare, vous prendrez je facture. C'est exactement la même chose, le même objectif. Et dire, le but, ça va être d'homogénéiser et surtout, je vais vous donner 2 exemples très simples et vous allez comprendre tout de suite l'intérêt, et de faciliter la production du cabinet. Donc moi, je préfère payer si ça me facilite la vie et si ça améliore la production du cabinet. Je vous donne 2 exemples. Parce que le portail public, nécessairement, lui, il va s'occuper que de la loi. Il est gratuit, mais il ne s'occupe que des factures. Il va s'occuper que de la facturation obligatoire. Je prends l'exemple qu'on a chez quasiment tous nos clients. Nos clients qui font de la facture pour des entreprises, pour des particuliers et éventuellement pour des administrations. Aujourd'hui, sur le portail, on va dire, je ne prends que les factures B2B domestiques qui relèvent du invoicing. Bon, on ne va pas développer tout ça, mais je prends que le légal. Donc, on va dire aux entreprises, oui, c'est gratuit, mais vous faites le tri, vous me passez que les factures qui concernent d'autres entreprises. Vos factures pour les particuliers, vous en faites ce que vous voulez, on ne veut pas les voir et on ne veut pas les acheminer. Moi, je préfère prendre une plateforme qui va prendre toutes mes factures et c'est elle qui va faire le tri en disant ça rentre dans la facture aux entreprises, dans le invoicing, ça rentre dans le e-reporting, c'est du particulier, il faut peut-être lui envoyer à une adresse mail de notre choix. Et puis là, avant, le B2G, enfin le secteur public, avant c'était sur Chorus Pro, maintenant ça va revenir sur le PPF, mais voilà, mais c'est encore un autre mode avec d'autres données. Donc très clairement, moi je ne veux pas me poser de questions, mes clients, je veux qu'ils ne se posent pas de questions en émission. Tout sur la PDP qui fait le tri, qui fait le bazar, les accusés de réception, le suivi et des fonctionnalités complémentaires. De la même manière, là, je vais donner un exemple en émission de facture. En réception, on sait qu'on a des clients où c'est toujours difficile d'avoir les factures. Tenez, prenez l'exemple des 15 derniers jours d'édit TDFC, du bilan que vous avez fait. Dans les 15 derniers jours, quel type de bilan vous aviez ? Un certain nombre de BNC. Notamment, on a souvent une profession où on a beaucoup de mal à avoir les factures, des médecins. Voilà. Alors, ils ne sont pas concernés par l'obligation, mais les premiers que je vais inscrire en réception, à qui je vais ouvrir un compte pour récupérer leurs factures, c'est mes médecins généralistes, ceux chez qui j'arrive jamais à avoir les factures. Donc, très clairement, moi, je préfère payer et améliorer la production et les principes de travail de mes collaborateurs et se faciliter la vie. Et toujours pareil, plutôt que de se limiter au purement légal et à la réforme pure de la facturation électronique, dit moi j'en fais une opportunité pour améliorer la production du cabinet et rendre homogène ma production. Ça c'est important. D'accord. Okay. Alors, on précise quand même, Jean, que du coup, la liste, elle sera connue au plus tôt décembre 2023, puisque pour être PDP, il faut être agréé par l'administration fiscale, avec des charges importantes. Donc, attention aujourd'hui à ne pas s'engager dès à présent avec un éditeur qui va nous dire qu'il fera ci, qu'il fera ça, alors que finalement, il ne sera peut-être pas agréé. En effet, tu as raison, Charlotte, on a des alertes de la DGFiP qui nous disent attention. Il y a des gens qui vendent déjà la fonction PDP en disant « je suis PDP », ce n'est pas possible, ils ne sont pas inscrits, la liste n'est pas faite, et surtout qui commencent à faire signer un contrat de 3 ans aux entreprises. Donc, il y a des escroqueries autour de ça, comme dans tout d'ailleurs. Voilà. Donc là, attention, on ne signe pas n'importe quoi, on prévient nos clients, on va parler après justement de la mise en route, mais on va informer nos clients, on va en parler tout à l'heure, donc je n'en parle pas tout de suite. Et donc, en effet, il y a ça qui est important. Et puis surtout, on verra qu'en plus des fonctions légales de base que fera le PPF, le portail public, on aura sur les PDP des fonctionnalités complémentaires. Par exemple, moi, je vais ouvrir des comptes à mes clients, je vais partager les factures avec eux, ils vont les avoir en ligne, ils vont les approuver, les refuser, les rejeter, tout ça en ligne. Et puis nous, on va avoir le même compte et on va travailler ensemble. Quand mon client aura approuvé les factures qu'on aura rapportées, que le cabinet lui aura rapportées là, eh bien, on pourra les traiter automatiquement en comptabilité. Et puis des fonctions complémentaires, une fois que j'aurai toutes les factures, déjà, je vais les archiver. Le portail public ne fera qu'une conservation.
c'est-à-dire qu'une facture scellée électroniquement, il ne conservera pas la preuve de son intégrité, il ne conservera pas l'aspect original du document. Ça, c'est ce que fera un PDP. Et puis des fonctions après complémentaires de paiement de factures fournisseurs, d'encaissement de factures clients, d'affacturage, de recouvrement, plein de prestations complémentaires que les PDP vont vendre à partir de cette facture qui sera là, que ce soit la facture client, cycle sortant, ou la facture fournisseur, cycle entrant. Et on est bien d'accord que Chorus Pro ne sera pas la PPF, parce qu'on a certains clients qui disent, en fait, qui travaillent aujourd'hui avec Chorus Pro et qui nous disent, nous, c'est facile, on est déjà sur Chorus Pro, on continuera comme ça. Oui, non, dans la pratique, c'est une autre plateforme qui est aujourd'hui qui est développée. Et par contre, Chorus Pro rejoindra le PPF, qui est beaucoup plus complet que Chorus Pro. Chorus Pro a juste une interface légère de dépôt de facture. Voilà. Il fait surtout derrière le traitement, les visas, le paiement, il fait tout le reste pour le service des comptables du Trésor. Donc, il fait beaucoup plus de choses, mais qui sont dans le suivi des factures et des visas et des acceptations des factures publiques. Mais très clairement, il est très limité en matière d'émission de factures. Donc, c'est l'inverse, c'est Chorus Pro qui rejoindra le portail quand le portail sera ouvert. Donc, en juillet 2024. Alors, avec des tests qui auront lieu, les tests de pilotage ont lieu à partir de janvier 2024. Donc là, si on décide d'opter pour une PDP plutôt que pour le PPF, comment est-ce qu'on le choisit? Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des procédures qui soient un minimum homogènes pour ne pas se retrouver avec 15 PDP différentes, avec 15 process différents. Et puis, il y a quand même une question d'indépendance des données dans ce choix-là. Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'avoir une… Alors, les plateformes, on va voir justement que… moi, j'ai bien scindé tout à l'heure, dès le départ, je l'ai bien scindé la réception et l'émission, parce que ce n'est pas la même problématique pour choisir une plateforme. En réception, il ne m'en faut qu'une seule, parce que je ne vais pas avoir des bouts de réception, des bouts de facture qui arrivent d'un côté, des bouts de facture qui arrivent de l'autre. Justement, l'intérêt, c'est d'avoir un lieu unique de réception, ce qui va faciliter la vie de nos clients et de nos cabinets, de nos collaborateurs. Donc, on va faciliter la vie à tout le monde. Donc, en réception, une seule PDP. Et moi, très clairement, c'est moi qui l'ai choisi, puisque à partir du moment où c'est moi qui fais la tenue de comptabilité, qui suis chargé de la compta, c'est moi qui vais indiquer et qui vais proposer à mon client le lieu où seront partagées toutes nos factures pour mieux travailler, pour être plus efficient en commun. Donc, c'est très clair. Par contre, en émission, là, il peut y en avoir plusieurs. Je crois que c'est un exemple hier, Laurence, que tu m'avais posé. Tu m'avais dit, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai un client, par exemple, qui a été contacté parce qu'il est, tu m'as dit, équipementier automobile. Oui, chez Michelin, oui. C'est une filiale chez Michelin. Ouais. Voilà. Donc, dans certains mondes, tout ce qui est le monde de l'automobile, la grande distribution, le BTP, la finance, il y a ils se sont mis en EDI depuis un certain temps. Il y a des gros teneurs d'ordre qui ont dit, voilà, moi, automatiquement, pour travailler avec moi et être référencé, il faut travailler sur telle plateforme, en EDI et sur telle plateforme. Bon, ton client qui travaille pour Michelin, quand il travaille avec lui, nécessairement, il va être en EDI. Aujourd'hui, c'est le protocole Galia, en EDI. Donc, il y a pour l'automobile, probable peut-être chez Generix d'ailleurs, au point de vue plateforme, beaucoup de secteurs automobiles travaillent là-bas. Donc, très clairement, pour ce client-là, il aura une plateforme obligatoire, parce que c'est le client final qui choisit. Mais il peut avoir d'autres clients que le secteur automobile dans ses clients. Et il peut avoir d'autres clients, d'autres entreprises qui ne connaissent pas l'EDI, des TPE, des PME, comme nous, comme nos clients, qui n'ont donc pas d'EDI et qui veulent travailler sur du format lisible, donc sur du FactureX. Et là, dans ce cas-là, il n'est pas impossible qu'il ait la plateforme Michelin pour aller déposer chez Michelin, parce qu'il a l'obligation de le faire, et qu'il aille pour arroser ses autres clients qui ne sont pas du secteur de l'automobile, qu'il aille déposer un autre modèle de facture qui sera plutôt du FactureX pour ses clients, autre que le secteur automobile. Donc, il n'est pas idiot il peut y avoir deux PDP en émission de facture en circuit de vente.
Et dans ce cas-là, ben, on va voir que dans notre rôle qu'on va mettre en place, on va en parler à la fin, il va falloir étudier avec le client un petit peu, voilà, c'est les contraintes qu'il a et chez qui il travaille et pourquoi et quels sont ses besoins en matière de vente et de clients et d'exigence du client. Et donc, en termes d'indépendance alors des données qu'on va déposer, qui vont être récupérées? Alors, indépendance et sécurité, je pense, dans ta question. Hein. Tout à fait. Bon, beaucoup de gens nous disent je serai PDP quand ils vont voir le boulot qu'il y a, parce que la PDP, il n'y a que les PDP qui sont habilités à recevoir ou à émettre des factures, enfin que des PDP ou le portail public. Hein. Il n'y a que la PPF, le portail public, et les PDP. Il y en aura quoi? On pense qu'il y en aura 30 à 40 à peu près. Aujourd'hui, il y en a eu 90 à peu près qui ont dit qu'ils le feraient, mais qui n'y arriveront pas parce que c'est très lourd. Notamment dans les normes, il y a une norme qui est très importante, qui est la norme obligatoire pour les PDP, il faudra être qualifié Secnum Cloud. Ça veut dire, en français, ça veut dire garantie des données, parce qu'il y a la garantie des serveurs, c'est une chose, donc il faut qu'il soit ISO 27001, donc ça c'est la garantie des serveurs, et l'hébergement, où il y a toutes les données qui sont en ligne, pour ne pas être assujetti au Patriot Act, pour qu'on ne puisse pas venir réquisitionner toutes ces données. Il faut obligatoirement être Secnum Cloud, qui est la norme européenne, qui dit notamment que l'hébergement est interdit sur une filiale détenue majoritairement par un anglo-saxon. Donc, on élimine tout le Patriot Act, le Cloud Act et les exigences du gouvernement américain qui a le droit de dire à ses filiales et à ses grands, qui a le droit de dire à Microsoft, Google ou Amazon, par exemple, donnez-moi toutes les factures sur la France. Voilà, donc ça, c'est impossible de par les choix qui ont été faits et l'interdiction absolue et cette qualification qui est importante. Donc oui, c'est important. Et nous, donc cette protection des données, et nous, en matière d'indépendance, c'est important que ce soit le cabinet qui choisisse ces outils, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je ne veux pas me faire imposer par mon éditeur une façon de travailler. C'est moi qui fais le job, ce n'est pas l'éditeur, quoi. Très bien. Et on rappelle que le label SecNumDu, c'est un label qui est délivré par l'ANSSI. Hein. Donc, c'est vraiment un label sur effectivement la sécurité. Oui, d'ailleurs, tout le monde ne pourra pas l'être encore parce qu'il n'y aura pas suffisamment de qualificateurs. Donc, les qualifications se feront dans les 12 mois de l'inscription comme PDP. Donc, on aura une inscription, entre guillemets, un peu provisoire avec des qualifications qui se feront dans les 12 mois qui suivent parce que l'État ne sera pas en mesure d'habiliter tout le monde immédiatement. Mais par contre, les inscriptions se feront par rapport au dossier qui sera présenté par les candidats pour une publication, parce que la question a été reposée, pour une publication des PDP en décembre 2023. Alors, du coup, on a vu un peu… Regarde un peu les questions en même temps. Oui, je les regarde aussi. On va les aborder juste après. Voilà. Du coup, comment on fait en fait? Parce que c'est très bien, 2024, c'est loin, un an, mais en même temps, c'est très très court et surtout avec nos calendriers et notre travail. Comment on s'y prend et comment nous, on peut commencer et à préparer nos collaborateurs et nos clients? Ben, voilà, on a essayé là, à 3, on a essayé de faire un petit calendrier, quoi, parce que pour dire voilà, par où je commence, par quel bout je m'y prends. Donc, très clairement, ce qui est important, c'est ce qu'on essaye de dire dans les régions. On a mis en place des formations gratuites au niveau des conseils régionaux et du conseil national. Ça, c'est un truc que j'ai bâti l'année dernière, donc qui est budgété pour une somme importante. Donc, qui est des formations gratuites pour tous les professionnels. Grosso modo, on envisage qu'il faille former au moins 60 000 personnes. Bon. Donc, ça, c'est important que les experts comptables et les collaborateurs s'inscrivent chacun dans leur région. Vous allez voir sur le site web de l'Ordre, vous avez IFAC Expert, vous avez le calendrier, toutes les formations en région et tout. Donc, surtout, vous inscrivez pour ceux qui n'ont pas encore fait la première formation qui dure 3h30 et qui est faite soit en région, plutôt en présentiel quand c'est possible, ou qui sont faites tous les 15 jours par le Conseil national. Bon, c'est vrai, c'est tendance à c'est souvent moi qui les anime en visio pour ceux qui ne peuvent pas assister en région. Voilà. Donc ça, c'est important de bien se former, c'est tout de suite ça. Bon.
Les clients, il faut commencer à les informer. On a parlé de l'arnaque tout à l'heure. Attention aux arnaques, on l'avait remis là. Donc, il faut un petit peu expliquer aux clients comment on va collecter les factures avec eux, comment on va, le cabinet va travailler avec eux là-dessus. Et puis, voir avec eux, une fois qu'on les a informés, après, ça c'est pour cet été, il va falloir un petit peu faire ce que j'appelle la cartographie des flux, c'est-à-dire voir un petit peu quels sont les outils qu'ils utilisent et quels sont les points à mettre en face pour qu'ils puissent être présents, même si c'est plutôt moins urgent, puisque c'est dans un second temps par rapport à la réception des factures qui devra être immédiat. Voilà. Alors, surtout, du jour au lendemain, en juillet 2024, on ne va pas tout dématérialiser dans le cabinet si on n'a pas commencé avant. Donc, un point quand même d'accroche que moi je conseille quand même formellement, c'est aujourd'hui travailler, parce qu'on va avoir la matière qui va arriver de façon électronique, ça va être plus facile avec la facture électronique, à condition que les processus de dématérialisation aient été mis en place sur tous les dossiers. Et ça, on sait que 12 mois, ce n'est pas trop pour traiter tout le cycle fournisseur, par exemple. Il faut que dans 12 mois, au cabinet, tous mes dossiers soient en dématérialisation, donc ossérisation, LAD, rattachement de l'écriture à la comptabilité. Donc ça, c'est notre travail qu'on doit faire, même si c'est dans un monde de facture papier ou PDF aujourd'hui, même si ce n'est pas encore de la facture électronique, mais nécessairement, c'est le schéma obligatoire quand ça sera de la facture électronique. Donc, on commence le paramétrage des dossiers, on commence à mettre en place ces outils, et après, au lieu de mettre de la facture papier ou PDF, de la facture papier scanné ou PDF, on remplacera par la facture électronique qui sera encore plus facile à traiter. Mais donc, il faut quand même enchaîner cette mesure de démat, c'est vraiment très, très important. Ensuite, ça c'est dans les 12 mois, donc c'est maintenant, là, avant juillet 2024, pour pouvoir être à l'aise dans notre planning. Et puis ensuite, quand on connaîtra les PDP, quand je saurai les solutions que m'offrent mes éditeurs, parce qu'aujourd'hui, ils parlent tous de plein de choses, mais je n'en ai pas vu un seul. Donc mes éditeurs me parlent de plein de choses, je n'ai pas encore vu un début de projet de réalisation. Donc ils sont en train de les faire. On va les découvrir plutôt au congrès. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous a marqué dans le planning qu'on vous soumet le choix de ma PDP. Je vais la faire plutôt au 4e trimestre 2023, une fois qu'elles seront connues, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas connues, il n'y a que des annonces. Voilà. Ou au 1er trimestre 2024, voilà, pour être prêt, pour pouvoir après inscrire mes clients et ouvrir les comptes dessus. Et puis, lors du 1er semestre, on fera là une vraie formation. On a déjà des supports, il y a déjà des supports qui nous sont offerts pour ceux qui veulent commencer les formations. Donc, il y a un kit formation des clients, information et formation des clients sur le site de l'ordre IFAC Expert, la rubrique IFAC Expert, et vous avez déjà toute la matière pour pouvoir commencer ces formations. Moi, personnellement, j'en ai parlé aux clients pendant les arrêtés de bilan de ce qui allait se passer, le schéma général, le schéma en Y, je leur ai présenté ça. Et je leur ai dit, je reviens vers vous en début d'année, on va vous faire les formations en début d'année 2024, parce que les faire trop tôt, ils vont avoir oublié. Donc, il ne faut pas les faire trop tôt, je pense. Il faut leur faire une formation, et puis sûrement que juste avant juillet, il faudra leur faire des petits rappels. Voilà un petit peu ce qu'on pensait un petit peu quand on a préparé cette réunion à 3, ce qu'on pensait un petit peu vous soumettre comme calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte, Laurence? C'est parfait. Et vous-même, vous avez un peu d'expérience au cabinet? Vous avez commencé ou pas? Je vais répondre du coup à l'une des questions qui nous demande pourquoi faut-il anticiper à ce jour, compte tenu que nous ne connaîtrons les PDP avec leurs prestations et tarifs que dans 6 mois. Parce que je pense que d'abord, il y a effectivement un travail auprès des collaborateurs qu'il va falloir former. Il ne faut pas oublier quand même que dans 6 mois, on va réattaquer une nouvelle période fiscale, donc ce sera en plus. Donc effectivement, tout ce travail en amont autour de la dématérialisation et le travail d'information des clients, il faudra quand même qu'il ait déjà été fait. Et puis c'est aussi de dire aux clients, attention, ne souscrivez pas à n'importe quoi pour ne pas vous retrouver après avec des clients, et peut-être ça répond à une autre question qui était si le client ne souhaite rien payer, il n'y a pas de raison de lui imposer par exemple jefacture.com
car les PDP sont payantes. C'est vrai, mais ça, après, je Oui, crois que c'est un vrai choix de oui. stratégie du cabinet aussi, hein, de se dire est-ce que finalement je laisse la main un peu au client pour que chacun fasse comme il veut, ou est-ce que finalement, moi, je dis à mon client, écoute, moi, ce sera tel PDP, et si ça ne te convient pas, je t'invite à aller voir ailleurs. Il y a quand même un choix stratégique là, non? Ah ben moi, très clairement, on a décidé, nous, au cabinet, qu'on allait offrir ce choix. Alors moi, la collecte, je la mets dans ma mission comptable. En moyenne, on a à peu près nos clients dont on fait la tenue de comptabilité. Je parle bien de cela. Je ne parle pas des gros Oui. clients en révision. Je parle bien des clients en tenue. Bon, en moyenne, on a fait un petit peu un inventaire. Il y a en moyenne 200 factures par an, 200 factures fournisseurs. Voilà. Je facture, ça coûte 10 centimes. Ça fait 20 € par an. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit sondage au cabinet. Les gens qui sont pour les déclarations de TVA, 60% des clients sont relancés par téléphone tous les mois. Est-ce qu'un appel téléphonique à un client, sur l'année, ça me coûte, le temps passé pour ça, est-ce que ça me coûte plus ou moins de 20 € par an? Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil, les relevés bancaires, quand on les achète, ça coûte aussi à peu près ce prix-là, même un peu moins si on se fait rembourser s'il y a des partenariats et tout. Voilà. Moi, je préfère payer parce que ça me facilite la vie, je gagne du temps. Voilà. Donc, je préfère payer et mettre ça dans ma prestation de tenue de comptabilité et dire aux clients en plus, parce qu'on va leur annoncer aux clients, avec la facture électronique, tout ça, ça va être automatique, la compta, elle se fait tout seul, ils n'ont plus rien à faire. Donc, les clients vont nous dire, moi, je veux une réduction, mais avant que mon client me demande une réduction, je préfère lui dire, non, non, moi, je vous fais plus de boulot qu'avant, parce que dans ma mission comptable, je comprends la réception de la facture. Et donc, c'est moi qui vous le traite. Et c'est moi qui vais payer, je facture en réception, pas en émission de facture, pas pour ceux à qui je vais connecter et éditer les factures. Mais pour les factures reçues, les factures fournisseurs, je le mets dans mon forfait et franchement, ça ne me coûte pas très cher par rapport au temps qu'on peut passer aujourd'hui pour aller collecter ces factures. Donc moi, j'essaie toujours de voir, alors parce que ce boulot-là, si jamais vous voulez aller sur le PPF pour récupérer vos factures, tous vos collaborateurs vont avoir besoin d'avoir une authentification forte. Vous savez, le truc là qu'on nous dit sur le guichet unique. Voilà. Donc, c'est ce système-là pour aller récupérer les factures de vos clients. Bon, je ne sais pas si vous avez envie de vous enquiquiner avec ça. Moi, je préfère automatiser. Est-ce qu'on peut rappeler quand même, Jean, que dans les fonctionnalités qu'il y a entre le PPF et la PDP et les PDP, dans les PDP, il y a la connexion finalement automatique avec les réceptions des factures, alors sur le PPF, si on veut que ce soit intégré directement dans notre compta, il faudra y aller manuellement récupérer ces pièces. Il fallait les chercher manuellement. Voilà, il n'y aura pas c'est une nuance, je pense, très importante. Et puis surtout, les délégations de pouvoir pour autoriser mes collaborateurs, c'est un par un. Il va falloir un mot de passe à chaque client, plus une authentification qualifiée. Moi, je n'ai pas envie d'aller faire de la tenue de comptabilité en récupérant les factures sur le PPF. Okay. Mais c'est mon choix. Moi, je préfère payer et bien travailler que d'aller bricoler et perdre du temps. Surtout, et en plus, dire à mon client, vous voyez, en plus, je n'ai même pas à baisser mes honoraires puisque je vous fais plus de boulot qu'avant. Je vous organise votre collecte. Vous n'avez même plus besoin de vous occuper des factures. Vous aurez juste à dire j'accepte ou je refuse la facture. Voilà. Et moi, une fois que vous avez accepté toutes vos factures, boum, je traite automatiquement. C'est pas beau la vie? Alors, on va il faut être positif. Il faut être positif, absolument. Oui, il faut essayer de présenter ça. Et c'en est une, de toute façon, comme une très belle opportunité pour tout le monde. Bien sûr. Une fois que ce sera mis en place, personne n'aura vraiment envie de refaire marche arrière. C'est ce que dit l'enquête qui vient d'être publiée dans le cycle qu'on vient d'avoir ces jours-ci, où les confrères trouvent que vraiment on va améliorer les procédures et qu'il y a du mieux, même si on sait que c'est compliqué à démarrer. C'est ça. Alors, une petite précision quand même. Donc, à l'issue du congrès, quand les éditeurs auront sorti leur liste, qu'on saura un peu qui est susceptible d'être agréé PDP et avec les fonctionnalités qui seront connues, la commission numérique chez ECF proposera une liste de ces PDP avec les fonctionnalités, quels sont les logiciels qui seront connectés. Donc, on publiera la liste quand on aura pu récupérer les informations, mais du coup post-congrès, puisqu'on aura ces informations qu'après.
Donc, même si on a déjà anticipé en commençant à répondre aux questions, on va donc passer définitivement aux questions que vous pouvez poser dans le chat et on va essayer de répondre à toutes. On en a déjà pris quelques-unes. Je te laisse, Laurence. Ouais. J'ai une question sur les groupes TVA qui seraient susceptibles de concerner nos clients dans les émetteurs 2024. Alors ça, la question, c'est… Peut-être. Moi, j'en ai. Je ne sais pas si vous en avez dans vos clients. Moi, j'en ai 0. En tenue de comptabilité, j'en ai 0. J'en ai 0 aussi, oui. Alors, je peux en avoir en révision. Tiens, Catherine en a sûrement dans ses clients. Je connais un petit peu, on a déjà discuté avec Catherine, qui a mis un message tout à l'heure. Moi, j'en ai pas. Donc, je ne vais pas me concentrer sur un truc qui représente 0,00 quelque chose % quelque part, les groupes de TVA, c'est eux qui vont choisir leur PDP et qui vont équiper même leur groupe. Ok. Je pense. Question très intéressante, Jean. Comment pourra-t-on demander à un éditeur qui aura un PDP interne de passer par JeFacture? Quels sont les intérêts des experts comptables d'utiliser JeFacture? Très clairement, moi, ma vue, aujourd'hui, j'entends partout des confrères qui me disent un tel a augmenté sa prestation, un tel c'est 30%. Je n'ai pas une semaine sans qu'on m'annonce. Il n'y a pas longtemps, c'est le dernier, c'est RCA, j'ai vu passer des trucs. Avant ça, mais je peux citer tous les éditeurs. Je les ai tous vus passer depuis un an, quasiment. Bon. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas être prisonnier de mon éditeur. Et aujourd'hui, mon éditeur, d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, tu me fais quand l'interface avec JeFacture? Il me dit, je fais ma PDP d'abord. Bon, c'est le seul qui est capable de faire vraiment une PDP parce qu'il a une filiale qui sait faire ça. Je parle d'Agiris. Et avec le grand patron d'Agiris, je lui dis, tu me le fais quand, tout et tout, mais juste d'abord faire ma plateforme et après, je verrai. J'ai dit, t'as intérêt à voir vite, parce que moi, je change d'éditeur. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais tu connais moi ma plateforme? Et puis ça tombe bien, le patron de sa filiale qu'il avait racheté passe, et c'est un ami de 20 ans. Il arrive, je lui fais la bise. Je dis, je connais un peu ton prestataire, donc il n'y a pas de problème. La question, elle n'est pas là. C'est moi qui choisis, ce n'est pas toi. Parce que c'est nous qui faisons la compta, qui faisons des prestations pour nos clients. Ce n'est pas notre éditeur. D'accord. Donc aujourd'hui, mon éditeur, c'est très clair. Il doit être connecté. Il doit être connecté au PDP, la sienne, bien sûr, mais de toute façon, ce n'est pas concevable qu'un éditeur de la profession, alors certains n'ont pas encore fait d'annonce, il y en a qui ont commencé à faire des annonces, BP, Sage, on aura Sage bientôt, voilà, bon, nécessairement, même s'ils ont une filiale, nécessairement, ils vont être obligés de s'interconnecter avec la PDP de la profession. Après, peut-être que ça sera moins bien. Aujourd'hui, quand je regarde jedéclare.com et les téléprocédures, il y en a qui sont avec du Cégide, par exemple, qui ont une marque blanche, ils sont avec du Cégide direct, ils ne savent pas, mais ils passent par, ils ne savent pas toujours, ils passent par Je déclare. Et ils peuvent y aller soit en direct, soit en marque blanche. De toute façon, le monde de la facture fait que tout le monde doit être interconnecté. Il n'est pas possible qu'une PDP ne soit pas interconnectée avec plusieurs autres PDP. Donc, nécessairement, Je déclare sera connecté avec les PDP. JeFacture, pardon. JeFacture, oui. JeFacture, il faut me reprendre. JeFacture sera nécessairement connecté avec les PDP de nos éditeurs. Et la réciprocité, ce n'est pas possible que ça ne se fasse pas. Ça n'a pas de sens dans le monde de la facture qui est basé sur l'échange et l'interopérabilité des plateformes. Après, certains font le choix aussi de choisir jefacture.com, tout simplement parce que c'est l'outil de la profession et qui n'ont pas envie de mettre leurs données entre les mains. Moi, je ne veux pas avoir tout au même endroit. Mais mes œufs, je suis de la campagne, donc mes œufs, je ne les mets pas tout dans le même panier, quoi. Sur les dates où on connaît la liste des PDP, on a répondu dans le cadre du… Oui. Donc, dernier trimestre 2023, premier trimestre 2024. Et fin 2023. Oui, vraiment dernier trimestre, oui. Ouais. Ça ne sera pas avant la liste. Ouais, ça sera plutôt… Et une question intéressante, si le cabinet donc choisit sa PDP et qu'on récupère un nouveau client qui était sur une autre PDP, comment on gère? Justement. Changer, ouais. Oui, ça c'est une question que moi j'avais fait un projet sur l'archivage électronique sécurisé. On avait commencé à se poser la question
justement départ cabinet, duplication, donc tout ça, oui, ça sera plus facile sur la plateforme de la profession que sur une autre plateforme. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir récupérer. Il ne faut pas oublier que sur les plateformes, on doit absolument avoir une possibilité de réversibilité, parce que même si c'est moi qui invite mon client à partager la même plateforme que moi, ça reste ses factures, il en est propriétaire. N'oublions pas, faut se rappeler des textes, le droit de rétention, et sur les factures, que ce soit les factures clients ou que ce soit les factures fournisseurs, ce sont des originaux, d'accord? Et donc, elles appartiennent aux clients. Donc, nécessairement, je dois être capable de les remettre, ou de partager, ou de faire un partage avec le nouveau cabinet, avec le nouveau client. Ou de transférer, et ça sera géré par Je Facture. Comme c'est géré aujourd'hui, c'est géré sur Je Déclare. Quand vous avez un client, un cabinet qui est repris par un autre, un regroupement de cabinets, de ceci et de cela, on fait des basculements d'historique, on fait des basculements de dossiers. Donc ça, la profession va le gérer. Un éditeur, moi j'ai un éditeur une fois qui sur un cloud a donné l'accès d'un de mes clients qui était parti à un autre cabinet, il s'est pris une soufflante, il m'a dit je ne ferai plus jamais, il s'est pris un courrier recommandé en disant c'est moi qui ai ouvert ce dossier, c'est moi qui le paye, vous n'avez pas à donner les accès sans mon accord à une tierce personne. Donc là, en effet, il va falloir renforcer un petit peu nos textes, donc plutôt la pratique des conseils régionaux pour arbitrer un petit peu les échanges et les éléments en cas de problème, mais il faudra surtout que les outils soient prêts à ce partage des documents qui restent la propriété du client et que le client doit pouvoir reprendre à tout moment. Merci Jean. Je vais en mixer deux parce qu'elles vont ensemble, je pense. Le client va donc recevoir comme moi les factures via la PDP, mais seulement pour celles qui seront envoyées via la PDP, c'est-à-dire en gros celles venant de grandes entreprises. Donc on est d'accord, pour l'instant, effectivement, au 1er juillet 2024, c'est à peu près 300 grosses entreprises qui sont concernées dans l'obligation de les émettre. Oui. Donc effectivement, les fournisseurs d'énergie, téléphonie, tout ça. Les autres seront envoyés, mais après, on peut s'y mettre aussi volontairement, on est d'accord. Ah, bien sûr. Les autres seront envoyés papier ou par mail comme actuellement, et ça rejoint une autre question qui nous demandait, mais qui nous disait finalement tout ce qui va être encore note de frais, tout ça, on récupérera encore comme on le fait aujourd'hui. Bien sûr, et tous les tickets, notes de frais, restaurants, comment participer au traitement de ces aliments qui n'arriveront pas dans les PDP. Ça dépend. Ça dépend. Là, je suis allé manger avant, là en face, juste avant de ce café. J'ai demandé, aujourd'hui, je demande une facture, on me donne une facture papier. Après, par la suite, je donnerai mon adresse et je vais leur demander de m'envoyer une facture électronique, numérique. Donc, voilà, il va falloir qu'on change un petit peu nos habitudes. Ce qu'on appelle des notes de frais, parfois c'est des tickets, parfois ça sera des tickets, parfois c'est des notes de frais faites par des cadres ou des dirigeants ou des salariés. Et puis parfois, ça sera des factures transmises et un simple remboursement. Donc là, il va falloir en effet qu'on retravaille cette notion pour notamment avoir le document qui me permet de faire la récupération de la TVA notamment. Parce que là, attention, la vraie problématique… qu'on peut anticiper ça justement. Ah oui, donc ça, il va falloir qu'on prenne l'habitude justement pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui, alors il y a une tolérance pour ceux qui en font la formation, il y a une tolérance jusqu'à 150 € ou jusqu'à 150 €, je ne suis pas obligé d'obtenir une facture dans un restaurant avec mon nom, mon adresse et mon SIRAN, puisque ce sera la base de toute information, ce sera le SIRAN pour la facturation électronique. Donc aujourd'hui, il y a une tolérance en dessous de 150 €. À partir de 150 €, il y aura l'émission d'une facture obligatoire. Il n'y aura plus de note de frais, mais une facture. Donc, mon client restaurateur, il faut qu'il soit capable d'émettre une facture. Quand il a une table à plus de 150 ou une réservation à plus de 150 €. Donc, alors, on va être obligé de se réaffirmer des choses, des textes que je n'avais même pas en tête il y a 2 ans, parce que je ne me souvenais plus de cette tolérance. Je savais qu'il y avait une histoire de 25 balles, de 150, je ne sais plus exactement. Mais à chaque fois qu'on l'informatise, on est obligé d'aller revoir tous les cas de figure parce que de temps en temps, on a oublié un petit peu, on a oublié des choses, quoi.
Une autre question, mais à laquelle je pense qu'on a répondu, si le client doit donner un accord par facture, mais qu'il ne suit pas la procédure demandée, ou en l'occurrence, s'il refuse la facture, on est bien d'accord que du coup, on ne pourra pas l'obliger et on ne pourra pas récupérer la pièce. Ah bah, aujourd'hui, alors c'est comme dans le monde papier. C'est comme dans le monde papier. C'est comme dans le monde papier, Charlotte. Aujourd'hui, mon client, quand il n'est pas d'accord sur une facture, il ne me l'amène pas au cabinet. Jamais. C'est ça. Parce que qui dit, c'est ce que j'avais précisé, qui dit refuser une facture, c'est les motifs de refus, c'est parce que le montant n'est pas bon, parce que finalement, il y a une erreur sur le destinataire, parce que c'est pas parce que j'en veux pas ou parce que je veux pas la payer. C'est parce qu'il y a un attente d'un avoir ou d'un truc. Et celles-là, ouais, on les trouve toujours après parce qu'elles sont payées et on n'a jamais eu la facture. C'est ça. Aujourd'hui, dans le monde papier. Hein. Bon, là il est prévu en ligne, soit d'accepter totalement ou partiellement. Hein. Il peut y avoir une contestation sur la facture. Et à la rigueur, il faut mieux qu'on ait la facture et qu'on sache qu'elle est entièrement ou partiellement contestée, hein, parce que ça peut être les deux cas de figure. Et là, on aura un suivi en ligne sur la PDP de ce que j'appelle du cycle de vie de la facture, c'est-à-dire de savoir où en est la facture, où en est son acceptation totale ou partielle. Parce que dans le monde papier, on nous la retire complètement, alors que dans la vraie vie, c'est souvent, ouais, il manquait trois produits, il manquait ceci, il manquait cela, il y avait une différence sur un prix. On a rarement des refus totaux de facture, c'est souvent des rejets partiels. Et bien ça, justement, la facturation électronique va faciliter un petit peu ça, parce que le client va lui dire, vous indiquez rejet partiel, refus de ça, 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 et ça va être dans le suivi du cycle de vie de la facture. Est-ce que les BNC sont concernés ? Non. Pardon, j'ai répondu trop vite. Il y a des BNC qui sont exonérés de TVA. Je pense à toutes les professions de santé qui agissent avec une feuille de soins électronique et tout et tout. Bon. Mais j'ai des praticiens dans un certain nombre de métiers. Si je prends par exemple un chirurgien esthétique, s'il fait une reconstruction de sein dans le cadre suite à une opération, c'est non soumis à TVA. Si c'est pour de l'esthétique pure, c'est soumis à TVA. Donc, quand il est soumis à TVA, à partir du moment où il est pour la partie soumise à TVA, il est bien dans l'obligation de facturation électronique. Et quand il ne l'est pas, bien sûr qu'il est en dehors de l'ensemble de l'article 289, 290, 290A, 289 bis, pardon. Et donc, il est en dehors des obligations légales dans ce cas-là. Mais par contre, ça n'empêche pas que moi, pour collecter ces factures, je vais lui ouvrir un compte sur ma PDP parce que ça me facilitera la vie de récupérer ces factures. Parce que notamment, ces factures de téléphonie, d'Internet et d'électricité, on a un mal de chien à les avoir. Et que là, je lui dis, mais EDF aura l'obligation de vous mettre dans votre compte si je vous ouvre un compte. Donc, je vais m'empresser de lui ouvrir un compte. Pardon, pour les BNC, professions de santé notamment, pour les BNC non soumis à TVA. Pardon, ils sont tous soumis. Exonérés de TVA, je vais être précis dans les termes. Ça, dans la formation, on est très clair là-dessus sur les assujettis, les soumis et les exonérés. Alors, il nous reste 2 petites minutes, on essaie d'en prendre encore 2 ou 3. Quel sera l'impact sur nos lettres de mission et nos mandats clients en cours? Quelles seront les adaptations à prévoir? Là, c'est pareil. En ligne, on vous a mis un petit peu les adaptations de l'aide de mission pour si vous faites du full service. Si vous faites du full service, notamment pour le paiement des factures fournisseurs, l'établissement pour le compte des clients des projets de factures qu'ils ont, enfin la validation de leurs factures et la distribution, l'encaissement, la facture, hein, toutes les missions complémentaires que vous pourrez faire, qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui, mais donc oui, il y a des adaptations à la lettre de mission, elles sont déjà en ligne dans le pacte, dans le IFAC Expert, il y a une plateforme complète qui est sur la facture électronique sur le site du Conseil national. Juste, les factures étrangères, elles ne sont pas concernées puisqu'on est bien en B2B domestique. Voilà, on est bien en B2B domestique. On aura une première révision de la directive européenne prévue, elle est en cours de rédaction, la directive européenne en la matière, enfin sa révision plutôt. On nous parle de délai de mise en œuvre pour les factures intracommunautaires
on nous parle de 2028. Bon, ça ne sera pas avant en tout cas, mais bon, on sera prêt pour le faire après. Et puis, bon, l'export, les autres factures extérieures à la communauté européenne, on n'aura pas de règles puisqu'on aura du mal à faire du B2B, de faire du point à point avec chaque pays, quoi. Et juste un point, parce qu'on nous demande où sont les formations dont on a parlé tout à l'heure, c'est sur le site de l'Ordre, dans la partie privée, c'est IFAC Expert. IFAC Expert, quand vous avez le site de l'Ordre, le bandeau à gauche, c'est le dernier point en bas. Voilà. Vous avez IFAC Expert et toute la plateforme avec beaucoup de choses dessus. Allez, une petite dernière pour prendre peut-être un tout petit peu de hauteur et voir à plus long terme. Une fois que la facture électronique concernera tout le monde, en fait, enfin en tout cas tous ceux qui y seront soumis, et qu'elle aura eu une extension à grande échelle de l'automatisation des saisies comptables, quels seront les impacts sur les équipes affectées essentiellement à la tenue? Ils feront du full service, finalement. Ils feront du full service. Et puis moi, comme je dis toujours, pour aussi les rassurer, je leur dis, écoutez, plutôt aujourd'hui de perdre votre temps à appeler le client pour lui dire, tu as encore oublié de me déposer tes factures. Hein. Je préférerais que plutôt que d'appeler une semaine avant l'échéance de TVA, il les appelle 5 jours après l'échéance pour leur dire ton tableau de bord, tes chiffres du mois sont ceci, sont cela, et lui donner en direct un petit peu le compte rendu de sa mission mensuelle. Je pense qu'on va aller vers beaucoup plus de contacts. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, plus je mets de numérique et plus je mets d'humain. Et donc, je dis bien à mes collaborateurs, plutôt que d'aller saisir de la facture qui sera un petit peu automatisée, vous allez analyser le cycle de vie. Et puis derrière, vous aurez plus de temps pour revenir vers votre client qui aujourd'hui nous demande plutôt plus de contacts que moins. Donc, je pense il y aura déjà ça. Et puis 2, éventuellement, il y aura toutes les missions de full service. Alors, je ne suis pas sûr, pour certaines, ça peut être le même collaborateur, paiement fournisseur, oui. Vraiment, la gestion du cycle client, pour moi, c'est une équipe à part et je n'envisage pas de le confier aux collaborateurs comptables aujourd'hui, mais peut-être qu'il y en a qui vont vouloir basculer d'un service à l'autre. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est quand même un gros changement dans nos habitudes. On va se rapprocher du temps réel, ce qui est un peu compliqué dans nos cabinets, parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler par lot, enfin, en tout cas chez moi, de travailler par lot que de travailler en temps réel. C'est ça, pour moi, le gros changement dans nos cabinets, c'est de travailler de plus en plus en temps réel. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les participants qui nous ont alimentés avec leurs questions. On n'a malheureusement pas eu le temps de toutes les prendre, mais quand même, on en a fait un bon 80%, je pense. Donc, rendez-vous le mois prochain, le 4 juillet, c'est ça, Laurence? C'est ça. Pour un café animé sur le thème de l'IA et de ChatGPT. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Allez, on retourne au boulot maintenant. Voilà. Allez, c'est pas tout ça, on va se boire un petit café. On va boire un petit café, puis on y va. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Merci pour votre accueil. Et puis merci à Louis pour la préparation de ce café.